Bienvenue dans cette salle. Attention, attention, attention. C'est l'heure de la Formule Express. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Ça c'est. Allons prêt, vite. Gamin! Allez, viens! C'est pour rire, gamin! Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle Formule Express de retour à l'écran. Une Formule Express consacrée à l'un des cartons de l'année 1983, se classant 4ème au box-office US de cette année-là. Ce film, c'est l'excellente comédie de John Landis, Un fauteuil pour deux. Attention, pas une simple et banale comédie à gag, mais une brillante comédie sociale, toujours terriblement d'actualité, dans laquelle s'opposent les deux Amériques, celle des pauvres et celle des nantis. Un film qui fustige cette Amérique puritaine au capitalisme décomplexé de l'ère Reagan. C'est également le film qui confirma la naissance d'une nouvelle star du grand écran. Après le succès de 48 heures, celui d'Un fauteuil pour deux assoit déjà Eddie Murphy dans le fauteuil des acteurs les plus bankable des années 80. Pour tous ceux qui ne l'ont encore jamais vu, Un fauteuil pour deux, ça parle de quoi ? D'un côté, Louis Winthorpe, un riche cadre d'entreprise propre sur lui. De l'autre, Billy Ray Valentine, un petit arnaqueur sans le sou. Un jour, ils deviennent l'enjeu d'un pari entre les frères Duke, les patrons particulièrement cupides d'une société de courtage. Après avoir vu leurs vies échanger, les deux hommes vont préparer leur vengeance avec l'aide d'Ophélie, une prostituée au grand cœur. Les Dukes nous ont utilisés comme cobayes pour voir si on pouvait devenir quelqu'un d'autre. Ils ont fait un pari. Les Dukes ont gâché toute mon existence pour un pari. Et pour quelle somme ? $1. Je parle affaire, Louis. Ce que je te propose est sérieux. Je te remets en selle, tu retombes sur tes pieds et alors tu me paies. Cash, une somme avec 4 zéros. Donnant, c'est à prendre ou à laisser et pas question de discuter. C'est clair ? Très bien. Je vais leur rendre leur monnaie. Aucun problème. Nous sommes au début des années 80. L'écrivain Timothy Harris, à qui l'on devra plus tard notamment le scénario d'Un flic à la maternelle, joue fréquemment au tennis avec deux amis médecins, deux frères extrêmement riches qui entretiennent une forte rivalité et qui se lancent régulièrement des paris totalement stupides. S'il est absolument exaspéré par ce spectacle pathétique, il y voit là une parfaite idée de scénario. Je les ai imaginés se disputer au sujet de l'opposition nature-culture, les deux étant plutôt diaboliques, prêts à toutes les bassesses pour remporter un pari d'$1. Alors ils finissent par décider de changer l'existence d'un noir et d'un blanc, leur faisant échanger leur place. Cela veut-il dire que tu envisages un pari, Randolph ? Je suppose que tu estimes que Winthorpe, si par hasard il se retrouvait chômeur, se mettrait aussitôt à détrousser les passants dans la rue ? Oui, je suis persuadé qu'il mordrait au crime comme un poisson à l'hameçon. Il faudrait bien entendu le sortir de son milieu, lui faire côtoyer des individus douteux, du gibier de potence. Je parle de personnes infréquentables, Randolph. Nous l'avons déjà fait, rappelle-toi. Mais cette fois, c'est pour la bonne cause. Combien es-tu prêt à parier ? La somme habituelle ? Pari tenu. Harris en parle alors avec son partenaire d'écriture, Herschel Wengrood, qui adore l'idée. Les deux hommes y voient surtout l'occasion de dénoncer les excès du capitalisme et la fracture sociale toujours plus grande qu'il engendre. Harris et Wengrood se mettent alors à écrire l'histoire au cœur du film en s'inspirant également de leur propre vie, de leurs propres expériences. Notamment Harris qui a grandi dans un quartier pauvre de Los Angeles. Plus question alors que les deux frères cupides soient médecins. Je venais de lire un livre sur l'univers de la bourse, raconte Wengrood. On n'avait jamais vu de film dépeignant ce monde. Les deux scénaristes étudient alors le marché des matières premières, notamment le commerce du jus d'orange et des poitrines de porc qu'ils ont trouvé amusants, parce que le public ignore que de tels produits puissent être échangés en bourse. Ils obtiennent également beaucoup d'informations de traders, notamment sur tous les codes utilisés dans la grande salle des échanges, théâtre du dernier acte du scénario. Une fois terminé, Harris et Wengrood proposent leur scénario intitulé Black and White à Jeffrey Katzenberg qui dirige alors la Paramount. Emballé par le script, Katzenberg en achète immédiatement les droits et le propose au réalisateur John Landis. En ce début des années 80, le cinéaste a la cote à Hollywood. Fort des succès de American College, les Blues Brothers ou le Loup-garou de Londres, Landis est devenu incontournable. S'il n'est pas véritablement conquis par le titre du script, il n'est pas insensible à son contenu. C'était comme Le Prince et le Pauvre de Mark Twain, dans la même veine que les comédies à caractère social des années 30, à l'image des films de Frank Capra. Mais là, il était autant question de lutte de classe que de conflits interraciaux. Alors j'ai vraiment eu envie de faire le film. Les deux scénaristes avaient en tête Richard Pryor et Gene Wilder pour interpréter les deux victimes des deux frères cupides. À l'époque, le duo est alors au top de sa popularité. Pryor est également le seul acteur noir ayant la confiance des studios de Hollywood.
Mais ce dernier doit finalement renoncer après s'être grièvement blessé à la suite d'une consommation excessive de cocaïne. La Paramount suggère alors Eddie Murphy. Si le studio n'avait pas été totalement satisfait de la performance de Murphy dans son premier film 48 heures, le succès de ce dernier incita pourtant Paramount à renouer sa confiance envers ce jeune acteur issu du célèbre show télévisé, le Saturday Night Live. Reste à convaincre le réalisateur John Landis. Le patron de la Paramount, Jeff Katzenberg, m'a demandé ce que je pensais d'Eddie Murphy. Et j'ai dit qui ? J'ai ensuite rencontré Eddie et Walter Hill, le réalisateur de 48 heures, et Walter m'a dit « Il est inexpérimenté, mais extrêmement talentueux. » Pour jouer le jeune cadre blanc, Landis pense immédiatement au comédien canadien Dan Aykroyd. Les deux hommes se connaissent bien depuis le tournage des Blues Brothers, dans lequel Aykroyd interprète le célèbre Elwood. Si le studio n'est pas vraiment convaincu du choix de Landis, il donne son feu vert à condition que le salaire d'Aykroyd soit revu à la baisse. La Paramount se montre également plus que sceptique quant au choix de Landis de confier à Jamie Lee Curtis le rôle du personnage féminin. Il était absolument hors de question que j'obtienne le rôle. Aucune chance que j'obtienne le rôle. Pourquoi ? Parce qu'elle était toujours considérée à l'époque comme une actrice de film d'horreur. Ses rôles mémorables dans les films de John Carpenter, notamment celui de Laurie Strode dans Halloween, lui collent une étiquette difficile voire impossible à décoller. Landis fait pourtant le forcing et réussit à obtenir gain de cause. Je dois le rôle entièrement à John Landis, qui est allé dire que j'étais drôle et conviendrait parfaitement. C'est grâce à John Landis à 100%. Qui pourra interpréter les cupides frères Duke ? Landis pense tout de suite à deux stars du cinéma hollywoodien des années 40, Ralph Bellamy et Don Ameche. Si Bellamy donne rapidement son accord, Ameche reste introuvable. Certains le pensent même mort. Le réalisateur contacte alors le syndicat des acteurs qui lui confirme n'avoir plus de nouvelles de lui depuis des années. Cependant, l'une des secrétaires des studios Paramount signale qu'elle voit régulièrement Ameche se balader à Santa Monica, en Californie. John Landis parvient finalement à retrouver l'acteur qui accepte le rôle du second frère Duke. Cela faisait plus de 10 ans que Don Ameche n'était plus apparu dans un film à l'époque. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu que personne ne lui avait proposé de travail. Denholm Elliott, vu dans la saga Indiana Jones, et Paul Gleason, que l'on verra notamment dans le rôle du surveillant dans Breakfast Club, viennent compléter le casting principal. Oh, Ezra, la perle des serveurs. Je parie que vous avez cru que j'allais oublier votre gratification de Noël. Tenez, Ezra. 5 $? Je vais pouvoir aller au cinéma s'ils font des tarifs réduits. Le budget bouclé pour la somme de 15 millions de $, le tournage débute le 13 décembre 1982 à Philadelphie par un temps glacial. À cause du froid, de nombreuses scènes en extérieur sont très pénibles à tourner pour toute l'équipe. John Landis est obligé de demander à diriger certaines scènes par radio. Le réalisateur doit en effet se mettre à l'abri dans un camion bien chauffé pour assurer la mise en scène. Pendant le tournage, le scénario subit quelques petits changements, notamment soufflés par Eddie Murphy pour rendre son personnage plus crédible. Le réalisateur John Landis laisse également les comédiens librement improviser leurs dialogues. Pendant les 15 jours de tournage à Philadelphie, des renforts de police ont dû être dépêchés pour que les curieux, toujours plus nombreux chaque jour, ne viennent pas perturber le tournage. Passé les fêtes de fin d'année, le tournage reprend à New York en janvier 83. La majorité des scènes d'intérieur y sont shootées, notamment le final à la bourse des marchandises Comex, située à l'intérieur du World Trade Center. La scène a nécessité environ 3 à 4 heures de tournage par jour pendant un week-end pour ne pas interrompre le marché. La majorité des personnes à l'écran sont de véritables traders. Les prises de vue s'achèvent le 1er mars 1983 après 78 jours de tournage sur l'île de Sainte-Croix, dans les îles Vierges, par la mise en boîte de la scène finale. Comment avez-vous pu nous traiter de la sorte après tout ce que nous avons fait pour vous? Oh, c'est très simple, nous avons fait un pari. Louis m'a parié qu'on pourrait pas devenir riche et vous expédier à la soupe populaire par la même occasion. J'ai gagné. Et j'ai perdu. 1 $. Merci, Louis. Après vous. Si vous insistez. Aucun accroc à signaler, tout le monde s'est parfaitement entendu pendant ces presque 3 mois de tournage. Le studio semble également au final emballé par cette production qui réunit tous les ingrédients pour donner envie aux spectateurs de se déplacer dans les salles. Le verdict ne s'est pas fait attendre. Un fauteuil pour deux sort aux États-Unis et au Canada le 8 juin 1983 dans 1375 salles. Classé 3e au box-office après sa première semaine d'exploitation derrière Excusez du peu, Octopussy et Le Retour du Jedi, le film passera 17 semaines consécutives dans le top 10. Au final, Un fauteuil pour deux encaissera plus de 90 millions de $ de recettes et se classera 4e au tableau du box-office de l'année 1983, derrière bien sûr il y a encore Le Retour du Jedi, Tootsie et Flashdance. En France, le film sort le 16 novembre 1983 et connaît chez nous un beau petit succès avec près de 1 100 000 entrées, se classant 40e du box-office annuel.
Un fauteuil pour deux est disponible en DVD et Blu-ray pour les supports physiques, en VOD, mais malheureusement pas encore sur les plateformes SVOD. Alors pour continuer à débattre sur ce film, je reçois une nouvelle fois mon camarade Mick. Salut Mick. Hey, salut. Alors encore une fois, parle-nous de ton rapport avec ce film, comment tu l'as découvert ? Alors moi ce film, j'ai pas le souvenir exact de sa découverte, mais je me souviens que c'était un film qu'on avait loué avec mes parents, probablement un samedi soir, un truc comme ça, qu'il était dans les nouveautés. Il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, dans les vidéoclubs, on devait traquer les nouveautés parce que parfois il n'y avait qu'un seul exemplaire ou deux ou trois selon les vidéoclubs. Et il fallait être le premier, le plus rapide, ou tomber pile poil au moment où la cassette rentre depuis un autre client. Ah, cette fameuse bataille. Et donc ça, c'était hyper excitant. Et donc je pense que ça a dû faire partie de ce lot-là de films qu'on a traqué au moment de la sortie. Et je me souviens surtout, moi, des fous rires qu'on a pris avec mes parents sur plusieurs passages. Je pense à un long passage où Dan Aykroyd est en pleine descente en enfer avec le Père Noël qui est complètement bourré, tout ça, qui finit par manger son saumon à travers sa barbe bien dégueu. Dans le métro. C'est super dégueu. Mais dans le bus. Dans le bus, oui, pardon. Et c'est hyper drôle. Et puis bon, le petit point final, le chien qui vient lui pisser sur le pied, il prend le flingue, il essaye de se tirer sur la tempe. Le flingue, il n'y a plus de balle, il jette le flingue, mais il y avait encore une balle qui tape dans une vitre hors champ et il se met à pleuvoir. Et tout ça, cette accumulation-là, ça nous a fait vraiment mourir de rire. J'entends encore mon père rigoler à côté de moi. Et il y a un autre passage où il y a James Bellucci qui est déguisé en gorille et on va lui piquer son déguisement à un moment donné pour insérer un méchant dedans et tout ça. Et ce gars-là va faire copain-copain avec un gorille et ça aussi, ça nous a fait beaucoup, beaucoup rire, quoi. Ces animaux-là ont tellement l'air humain que ça fout les foies. Dis donc, t'as vu l'autre gorille, il est en chaleur. On devrait peut-être le calmer avec le pistolet tranquillisant. Ah, c'est la nouvelle année, faut bien qu'il s'amuse un peu. Ah bah oui. Je crois que le beau gorille noir, c'est la femelle. Voilà, donc il y a eu ce truc-là, et puis toutes les rediffusions aussi sur la 5, des choses comme ça. Et donc le film a été a alimenté les années 80 et le début des années 90 chez moi, quoi. Ça, c'est sûr. Et toi ? Alors moi, justement, c'est comme toi, je sais plus si je l'ai découvert en VHS, en location, ou si je l'ai découvert plus tard à la télé. J'ai encore un doute aujourd'hui. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est le premier film que j'ai enregistré en VHS en décembre 87. C'est ma première VHS, parce qu'avant, j'avais un magnétoscope V2000, Vidéo 2000. V2000, c'est vrai. Un truc très très éphémère, mais qui marchait bien. En fait, c'était un magnétoscope produit par Siemens avec des cassettes double face qui permettait d'enregistrer plus de choses, mais c'est un format qui n'a pas marché. Et on avait finalement, j'avais eu en 84, et finalement en 87, on a basculé, puisque ça se vendait plus, le V2000, on avait basculé sur la VHS. Et c'est le premier film que j'ai enregistré, je me souviens, c'était aux alentours de Noël 87, parce que j'avais eu ce magnétoscope à Noël, et c'était sur la 5, en effet, cette chaîne qui a disparu en avril 92. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un vrai film de Noël. C'est un film que je regarde régulièrement à Noël, même si c'est une comédie acerbe. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. C'est un film qui est diffusé chaque année, à cette période-là de l'année, sur une chaîne italienne depuis 1997. Chaque année, il le passe. Bah ouais, c'est normal. Ça s'adapte bien. C'est vrai que moi, comme je l'ai revu là pour l'occasion, je t'avoue que j'avais complètement oublié que ça se passait pendant les fêtes, en fait. Je me souvenais bien de la trame, etc. Mais ça, c'était un aspect que j'avais un peu oublié. Et en fait, quand on le voit, on se dit, mais oui, si, ça convient bien. Je comprends que tu fasses le rapprochement aussi avec les fêtes de fin d'année, parce que ça fonctionne assez bien. Peut-être qu'un jour, on fera quelque chose sur ce sujet-là, d'ailleurs. N'est-ce pas ? Non, mais après, c'est avant tout une comédie super drôle. Alors, il y a du fond, hein, bien sûr, ouais. J'en parlais au début de l'épisode, mais c'est avant tout un film très très drôle, comme tu le disais, avec des scènes extrêmement efficaces qui font référence au cinéma burlesque des années 30-40, les screwballs. Le réalisateur John Landis est très très fan de ce cinéma-là, et dans son film, on le ressent complètement. Et voilà. Après, il y a ce fond aussi. C'est pas simplement, comme je le disais au début, c'est pas simplement une comédie, c'est aussi une vraie satire grinçante sur la cupidité, sur le racisme aux USA à cette période réganienne. Il y a un vrai message derrière, même si il y a des choses qui peuvent être discutables. Malgré tout, il y a une espèce d'apologie du pognon dans le film. Hey, Coleman ? Oui ?
Est-ce qu'on décide pour le déjeuner homard ou araignée de mer? Qu'est-ce que tu en dis? On peut pas avoir les deux. Mais bien sûr. Dimitri, C'est bien. homard et araignée de mer pour tout le monde. Tout de suite, monsieur Coleman. J'y cours, j'y vole, patron. La scène finale vient un peu casser tout le propos, en fait. On les voit sur cette île paradisiaque profiter du pognon qu'ils ont eux-mêmes gagné sur le dos des Dukes, au lieu de... On aurait pu attendre une fin où, en ayant récupéré ce fric, ils l'auraient distribué, ils l'auraient donné à des associations, quelque part, pour être plus cohérent dans le discours. À la place de ça, eux-mêmes, finalement, prennent un peu la place des Dukes et deviennent un peu des pendants des Dukes, quoi. Tu as grand air, Billy Ray. Et j'en ai la chanson, Louis. C'est un film qui reste très ancré dans son époque, mais qui reste quand même terriblement d'actualité aujourd'hui. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, malgré cette incohérence dans le discours, ça reste un film super bien écrit, quoi. Bah après, un petit mot quand même sur les deux scénaristes, Timothy Harris et Herschel Wengrod, qui sont toujours en vie tous les deux. Et c'est des gens qui savent bien utiliser des high concepts, en fait. Donc c'est eux qui sont derrière des films comme Comment claquer $1 million par jour, de Walter Hill. C'est aussi eux qui sont derrière des concepts comme J'ai épousé une extraterrestre de Richard Benjamin avec Dan Aykroyd et Kim Basinger, qui sont aussi derrière Jumeaux d'Ivan Reitman avec Schwarzenegger et De Vito. Ils sont aussi à l'origine de Space Jam, le film avec Michael Jordan, là, avec les Looney Tunes. Donc ils ont quand même cet art de la formule et même du storytelling, en fait. Il y a vraiment, à chaque fois, on peut ne pas forcément apprécier les films que j'ai cités, et ni même Un fauteuil pour deux, même si voilà, moi je trouve qu'il a quasiment que des qualités, ce film. Mais le truc, c'est que la structure est super bien. C'est-à-dire que vraiment, la caractérisation des personnages dès le départ, qui paraît un peu mal dégrossie comme ça, vont être hyper efficaces sur la fin, sur la dernière partie et tout ça, parce qu'on voit bien l'arc des deux personnages, le mélange savoureux de tous les gags et tous les rebondissements qu'ils vont avoir, la mise en parallèle des uns contre les autres, etc. C'est vraiment très très bien écrit. C'est aussi, il y a Landis, tout son travail et tout ça, et tous les comédiens qu'il y a derrière. Mais je pense que le scénario à la base est vraiment très très bon, quoi. Ah, mais c'est clair, c'est une vraie combinaison, en fait, d'un très bon scénario avec le travail d'un très bon réalisateur qui a mis, comme je disais, qui a mis sa patte, qui a mis ses références et qui s'est amusé avec les scénaristes, comme je disais, à mettre des références historiques, notamment le personnage de Biggs, qui est inspiré de Gordon Liddy, qui était l'homme qui a organisé le cambriolage du Watergate. Il y a cette scène aussi dans un parking où il y a les frères Dukes qui vont justement rencontrer Biggs, qui est inspiré de la rencontre des journalistes qui ont révélé l'histoire du Watergate avec La Gorge Profonde. Avec Gorge Profonde. Comme tu le disais, il y a un vrai travail scénaristique, il y a un vrai travail de réalisation. Et puis évidemment, après, il y a le plaisir des comédiens, voilà. Eddie Murphy, quoi. Ouais, bah oui, Eddie Murphy. On en a parlé déjà dans le Buddy Movie pour 48 heures et tout ça, mais là, c'était vraiment les 4-5 premiers films qu'il a fait. C'est la découverte d'un tempérament, quoi, en fait. Vraiment, ce gars-là, il est immédiatement sympathique, on s'attache à lui, il fait rire. Ah, je vois. Ah, je vois. J'ai des jambes. Oh merde, c'est un miracle. Un double miracle, je marche. Merci Jésus. Ce qui est assez intéressant, parce que comme donc je l'ai revu là pour l'occasion, ça m'a fait marrer parce qu'en fait je trouve c'est un esprit bon enfant. À la fois le comique d'Eddie Murphy, même s'il peut être grossier, c'est vraiment très bon enfant tout le long, quoi. Je trouve tous les petits gags, etc. Il y a un petit côté enfantin. En fait, si on regarde les deux personnages, Dan Aykroyd et Eddie Murphy, c'est deux gamins, en fait. D'un côté, on a Dan Aykroyd qui est vraiment le petit gamin bambin, bien chéri et tout ça. D'ailleurs, on le découvre, il est sur son oreiller, accroché comme ça dans son lit bien douillet, on vient lui servir son petit-déj, etc. Et il a des attitudes vraiment de gamin, comme le gamin à l'école qui dit « maîtresse, il m'a tapé », etc. C'est exactement comme ça qu'il pointe. Le lèche-cul, voilà, quoi. Tout ça, ouais, un petit peu. Mais c'est exactement comme ça qu'il est présenté. Et de l'autre côté, il y a exactement la même gaminerie autour du personnage d'Eddie Murphy, notamment quand il va ramener les billets qu'a laissé tomber Don Ameche pour le piéger, quoi. En gros, il y a un moment, Don Ameche, il laisse tomber des billets pour dire voilà, t'as vu, c'est quand même un voleur et tout ça. Alors en fait, Eddie Murphy les ramène. Et il a un petit côté gamin tout content d'avoir ramené les billets à la bonne personne, d'avoir fait une bonne action. Et c'est ça qui participe
participe au côté bon enfant de l'entreprise sur ces petits détails-là. C'est vrai. C'est ça qui me donne cette impression, quoi. Voilà. Mais en fait, voilà, c'est une comédie acerbe, mais pas du tout ironique ou en tout cas pas cynique. Voilà, on est quand même dans l'esprit de Noël et Landis a réussi à quand même en faire un film assez léger et encore une fois parfaitement réussi. Bah après, moi, la petite remarque que je me suis fait, c'est que je trouve que la mise en scène, elle est relativement statique, avec pas mal de plans larges, mais avec des effets de cadrage quand même saisissants. Je pense à la farandole de flingue quand Murphy se fait arrêter au sol par la police, là, tout ça. Donc là, c'est un plan assez spectaculaire, en fait, hein, avec un grand angle, tout ça. Et aussi, donc, au Comex, au World Trade Center, il y a des plans larges, comme ça, avec plein de figurations. Il y a une manière de cadrer assez spectaculaire, pareil, avec des grands angles fixes, tout ça, qui sont assez chouettes. Je pense que tout ça, c'est à la fois le goût de John Landis, mais c'est aussi le chef opérateur qui est derrière, hein, Robert Painter. Et avec John Landis, il a surtout travaillé sur Le Loup-garou de Londres, et il travaillera après Un fauteuil pour deux sur le monumental clip de Michael Jackson, Thriller, et puis Série noire pour une nuit blanche et Drôle d'espion. Donc c'est quelqu'un qui a un style un peu brut, comme ça, un peu brut de décoffrage, mais qui sert bien les films sur lesquels il bosse, quoi. Tu parlais d'Eddie Murphy tout à l'heure. Moi, je voudrais souligner la performance d'Anna Croyd, qui joue parfaitement ce petit cadre blanc coincé et qui va totalement vriller quand il va s'apercevoir qu'il a tout perdu et que les frères Duke se sont foutus de lui, quoi. Naga et Boko, du Cameroun. Tu te souviens de moi? Lionel Joseph. Lionel! Du séminaire africain sur l'éducation culturelle des masses? Oui, c'est ça. J'étais directeur des activités sociales au pavillon. Haïlé, c'est l'ancien mon frère. Ah, je me souviens du pavillon. On a bien rigolé tous les deux, hein? Agüena. Cette scène où il est grimé en noir, à l'époque déjà, qui a fait un peu flipper le studio parce qu'ils avaient peur des réactions du public par rapport au fait qu'il fasse un blackface. Et finalement, à l'époque, alors je suis pas sûr qu'aujourd'hui les réactions seraient les mêmes, mais à l'époque, pendant les projections tests, les gens n'ont pas tiqué, donc ils ont laissé ça. C'est vrai que le studio aussi commençait à tiquer. Landis a dit non, mais c'est que du gag. Voilà, je suis pas sûr qu'aujourd'hui cette explication-là passerait de la même façon. Non, je pense pas. Ouais. Puis on en a pas parlé, mais il y a Jamie Lee Curtis aussi. Voilà, on la connaissait à l'époque, en tout cas que dans des films d'horreur, les films de Carpenter ou Le Monstre du Train. Enfin, en tout cas, elle était cataloguée Scream Queen. Et dedans, voilà, elle fait une super performance. En effet, elle est très drôle, notamment également, toujours dans cette scène du train où elle débarque en costume traditionnel allemand, en ayant un accent cette fois suédois. On pourrait se dire, mais c'est pas normal. C'est en effet pas normal parce qu'elle devait jouer avec un accent allemand. Et puis, en fait, en arrivant sur le jour du tournage avec ce costume allemand, elle dit, mais je sais pas faire l'accent allemand. Enfin, elle n'y arrivait pas en tout cas. Et donc Landis lui dit mais qu'est-ce que tu connais comme accent? Tu connais l'accent français? Ah non, je sais pas le faire. Je peux te faire l'accent suédois. Bon bah vas-y, fais l'accent suédois, mais avec le costume allemand, ouais, mais c'est pas grave. Et en fait ça amène au délire. Ils ont d'ailleurs intégré cette contradiction dans les dialogues et ça fonctionne. Et voilà, et elle le joue très bien. Elle est extrêmement marrante et voilà, c'est un peu le film qu'il a réellement révélé au grand public. Voyons un peu, laissez-moi deviner. Vous êtes autrichienne, n'ai-je pas raison? Non, je suis Inga, je suis suédoise. Suédoise? Mais vous êtes habillée en tyrolienne. Oui, en tyrolienne désuète. Puis bon, juste un mot sur les deux vieux frères Cupid, Ralph Bellamy et Don Amici, qui sont parfaits en fait. Enfin, je les trouve excellents et extrêmement marrants aussi. Ah ouais. Et d'ailleurs, j'ai une autre anecdote sur Don Amici. J'en parlais plus tôt, le fait qu'il avait plus tourné depuis des années. Et c'était quelqu'un de très très pieux et il détestait les jurons. Et dans la dernière scène du film, en fait, il dit un juron dans la salle des échanges dans le Comex. Et en fait, jusqu'au dernier moment, il a dit non, je ne fais pas cette scène. Je ne veux pas faire cette scène. Je ne dirai pas ce juron. Je ne peux pas. C'est contre mes principes. Et puis, à force de négociation avec Landis, il a réussi à le convaincre, mais il a dit « je ne la ferai qu'une fois ». Et en fait, il n'y a qu'une seule prise, et c'est la prise qu'on voit dans le film. Waouh. C'est une honte et un scandale. Je demande et j'exige une enquête. Personne ne peut vendre nos charges. Avez-vous oublié qu'il y a un Duke à la bourse depuis sa fondation? Nous avons fondé cette bourse. Elle est à nous. Elle appartient au Duke. Mortimer, votre frère n'est pas bien, nous devrions appeler une ambulance. Mon frère s'emmerde. Et ben justement, on parlait des costumes de Jamie Lee Curtis. Les costumes aussi, c'est intéressant chez John Landis parce que en fait, la plupart du temps, ils sont faits par sa compagne en fait, Deborah Nadoolman, qui est une grande costumière en fait. C'est elle qui est derrière les costumes des Aventuriers de l'Arche perdue de 1941 de Spielberg. Et puis elle a fait quasiment tous les Landis, American College, Blues Brothers, Le Loup-garou de Londres, etc. Y compris les clips
clips Thriller et Black or White, encore une fois, de Michael Jackson, parce que c'est vraiment Landis qui les a fait. Et puis aujourd'hui, elle écrit pas mal de livres sur les costumes, sur le costume design, etc. Moi, j'en ai 2 à la maison. Et en tout cas, c'est une collaboratrice hyper intéressante, et notamment sur ce film-là, parce qu'en fait, le costume dans Un fauteuil pour deux, il y a une recherche de texture hyper intéressante tout le long du film, sur tous les personnages. Il y a cette opposition comme ça des riches et des pauvres, avec des différences de texture et des matériaux, etc. utilisés, et c'est vraiment très réussi. Pense grand, pense positivement. Ne montre jamais de signe de faiblesse, hein, et plonge tes crocs dans la jugulaire. Oui. Achète bas, vends haut. Oui. La peur, c'est l'autre qui doit l'éprouver. Absolument. Rien de ce que tu as jamais pu voir ne t'a préparé à l'épouvantable carnage auquel tu vas bientôt assister. La Coupe du Monde et les barricades à côté de ça ne sont que des enfantillages. Absolument. À la bourse, la devise est tue ou sois tué. Oui. Tu n'as pas d'amis et tu n'en auras jamais, et tu ne fais pas de prisonnier. Pas de prisonnier. 11h, tu ramasses $1 million sur le blé, 11h10, boum, tes gosses arrêtent leurs études, on reprend ta voiture et tu te retrouves à la rue. On doit les tuer, ces enculés. On va les tuer. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour d'Un fauteuil pour deux. J'espère qu'on vous a donné envie de le voir ou de le revoir. Merci Mick d'être venu participer à cet épisode. Bah ouais, c'était super. Salut. C'était donc Max et Mick. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle Formule Express. En attendant, tous nos épisodes sont toujours disponibles sur notre site, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.